Bonjour à tout le monde, bienvenue à cette activité de sensibilisation et merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble l'importance de protéger les bandes riveraines en milieu agricole. Pour ceux qui me connaissent moins ou bien pas du tout, je suis Hajar Essalama, chargée de projet en gestion intégrée de l'eau avec l'OBVAJ depuis 2018. Et avec moi aujourd'hui, ma collègue Elisabeth Chartrand, chargée de projet en animation citoyenne et territoriale depuis janvier 2021, donc fraîchement recrutée. Et parmi les participants, il y a aussi M. Luc Bossé, le directeur général de l'organisme. J'aimerais d'abord préciser qu'on aura 3 périodes de questions tout au long de la présentation. Donc, n'hésitez pas d'utiliser soit le chat ou bien lever votre main ou bien tout simplement activer votre micro si vous avez des questions. Une fois le moment arrive, on reviendra vers toutes les questions qui ont été posées via le chat ou bien vers les personnes qui ont levé leur main. Donc, lors de cette présentation, nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'une bande riveraine, une définition selon la réglementation. Pourquoi il faut protéger notre bande riveraine, quels sont les impacts environnementaux et économiques d'une bande riveraine, comment protéger notre bande riveraine du castor, comment adapter notre bande riveraine au climat. Nous allons aussi parler de la structure et la santé des sols comme éléments clés à la gestion de l'eau. Quels sont les impacts des changements climatiques sur la qualité de l'eau et la qualité du sol aussi. Nous allons aborder par la suite la démarche déployée par l'OBVAJ à ce sujet depuis 2016, l'impact d'une seule activité agricole sur la qualité de l'eau. Nous allons voir aussi l'intention du projet de caractérisation des bandes riveraines 2021 en été 2021 et nous allons finir par la subvention prime vert jusqu'en 2023. Donc, allons-y avec une généralité sur les bandes riveraines. Qu'est-ce qu'une bande riveraine? Je pense que la plupart de vous est pas mal familiarisé avec une définition de la bande riveraine. Donc, comme vous voyez dans la photo, une bande riveraine représente la végétation en bordure de l'eau qui se compose d'un mélange d'herbacées, d'arbres et d'arbustes. D'une façon générale, selon la politique de protection des rives, une bande riveraine doit être d'une largeur qui varie entre 10 et 15 mètres selon la pente et à partir de la ligne d'Irozu. Si vous voyez au niveau du schéma à gauche, donc en cas d'une pente inférieure de 30%, il faut avoir une bande riveraine de 10 mètres à partir de la ligne d'Irozu. Et si jamais la pente est supérieure de 30 mètres, la bande riveraine doit être d'une largeur de 15 mètres, toujours à partir de la ligne d'Irozu. Donc, pour ceux qui connaissent pas la ligne d'Irozu, c'est le niveau maximum de l'eau pendant les inondations, bien pendant la période du crue. Pour en milieu agricole, la politique de protection des rives a allégé quand même la largeur jusqu'à 3 mètres minimum. Donc, si vous voyez dans le schéma à droite, je ne sais pas si vous voyez aussi ma souris en train de bouger. Donc, à partir de la ligne du Haut-Zou, en cas d'un terrain plat, on compte 3 mètres. Donc, ça représente notre bande riveraine selon en milieu agricole. Et selon le schéma à gauche, si vous voyez, le terrain est en pente. Donc, si jamais le haut de la pente se situe à moins de 3 mètres à partir de la ligne du Haut-Zou, il faut encore aller à 1 mètre de plus sur le plat. Comme l'exemple le démontre, nous avons le haut de la pente qui se situe à 2,5 mètres. Donc, en ce moment, il faut aller chercher encore 1 mètre sur le replat pour pouvoir respecter le 3 mètres de la politique de protection des rives minimum. Dans ce cas-là, dans le cas de l'exemple, nous avons 3,5 de largeur de bande riveraine. Même si la politique des rives ou bien de protection des rives a
alléger la largeur de la bande riveraine au milieu agricole à 3 mètres. Il y a certaines exceptions. Il y a certains MRC qui sont partis au-delà des exigences de la politique, comme par exemple la MRC de la Vallée de l'Or, qui précise, même si en milieu agricole, il faut respecter une bande riveraine minimum de 10 mètres en bordure de tout lac, à l'exception des lacs de villégiature, ou pour les lacs de villégiature, c'est 75 mètres. Et si jamais votre terre agricole est située au bord de certains cours d'eau, par exemple la rivière Belle à Sainte-Paroisse, la rivière Bolamac à Val-d'Or, la rivière Tachereau à Bellecour, la rivière Laine à Val-d'Or aussi, il faut aussi respecter 10 mètres comme largeur d'une bande riveraine, toujours à partir de la ligne des hautes eaux. Donc, dans ce cas-là, on parle plus de 3 mètres minimum. Dans la politique aussi de protection des rives, on a certaines différences entre les exigences liées à un cours d'eau et celles liées à un fossé. D'abord, quelle est la différence entre un cours d'eau et un fossé? Un cours d'eau, c'est une source naturelle de l'eau. Par contre, un fossé, c'est un aménagement artificiel créé par l'être humain pour drainer le surplus de l'eau ou bien les milieux humides sur une terre agricole. Donc, la politique de protection des rives vise surtout les cours d'eau avec un débit régulier ou intermittent qui traversent les terres publiques ou privées. Par contre, y compris aussi les lacs. Par contre, pour les fossés, on a certaines exclusions. Par exemple, les fossés de voies publiques ou bien de voies privées, ils sont exclus de la politique de protection des rives. Donc, il s'agit des fossés qui traversent surtout les chemins et les routes. Les fossés mitoyens, moins de 100 hectares ou bien qui drainent une superficie moins de 5 hectares, ils sont aussi exclus de la politique de protection des rives. Donc, un fossé mitoyen, c'est un fossé qui sépare surtout deux terrains voisins. On a aussi les fossés de drainage qui sont utilisés seulement à des fins de drainage et qui drainent une superficie moins de 100 hectares aussi. Ils sont exclus de la politique de protection des rives. Si jamais ces fossés drainent soit mitoyens ou bien les fossés de drainage drainent plus de 100 hectares, en ce cas-là, ils sont considérés comme un cours d'eau. Donc, la politique de protection des rives, certainement, s'applique à ces fossés de plus de 100 hectares. Mais quand même, il faut faire attention, par exemple, même pour les fossés qui drainent moins de 100 hectares, même s'ils sont exclus de la politique des rives, mais il y a un autre règlement sur les exploitations agricoles et le code de gestion des pesticides qui interdit de travailler quand même le sol à moins de 1 mètre d'un fossé agricole, quelle que soit la superficie qu'il draine. Pourquoi avoir une bande riveraine? Pourquoi on parle autant de l'importance de protéger une bande riveraine? On est pas mal familiarisé avec les avantages environnementaux. On parle tellement des avantages environnementaux d'aménager une bonne ou bien une belle bande riveraine, mais on a aussi des avantages économiques d'avoir ou bien de protéger notre bande riveraine, surtout pour nos agriculteurs. Par exemple, si jamais on aménage une bande riveraine sur notre terre agricole, au bord d'un cours d'eau, on freine l'érosion. Et si jamais on freine l'érosion, ça permet d'avoir un système de drainage efficace. Ça permet d'éviter l'obstruction de certaines sorties de drain. Ça permet de stabiliser les berges. Le fait aussi de limiter l'érosion permet de protéger notre couche fertile et arable. Donc, la couche fertile et arable, il s'agit des 20 premiers centimètres de votre sol. Donc, si jamais votre terre est érodée, vous risquez de perdre cette couche fertile, ce qui va entraîner une perte d'investissement aussi. Donc, en résumé, le fait de protéger une bande riveraine ou bien d'aménager une belle bande riveraine permet de diminuer ou bien de réduire les coûts liés aux travaux de réparation des berges, permet de réduire aussi les coûts d'entretien des cours d'eau et permet de protéger notre couche fertile et protéger notre investissement aussi. J'ai ici un exemple de l'importance de protéger notre bande riveraine du point de vue économique.
Donc, l'exemple est un petit peu s'applique à la région de Montérégie. À partir de cet exemple, on peut voir l'importance d'avoir une bande riveraine. Par exemple, si jamais le sol est argileux, labouré en culture de maïs, soya, et si jamais ce sol est érodé, on risque de perdre jusqu'à 4,5 tonnes de sol par hectare chaque année. Donc, si jamais votre terre compte 100 hectares et se trouve ou bien se localise en Montérégie, on risque de perdre de plus de 5 585 $ par année. C'est quand même une perte importante chaque année, d'où l'intérêt, encore une fois, de protéger ou bien d'aménager une bande riveraine au bord de l'eau sur notre terre agricole. Il y a d'autres aussi avantages d'avoir une bande riveraine. Parmi ces économiques toujours, parmi ces avantages économiques, c'est que une bande riveraine permet de jouer le rôle ou bien d'avoir un effet de brise-vent qui permet d'augmenter votre productivité. Une bande riveraine permet aussi de limiter l'accès aux ravageurs et aux maladies à votre champ, permet d'augmenter la productivité des superficies, surtout facilement inondables, permet de déduire ou bien de diminuer le risque des inondations. Une bande riveraine aussi représente une source de revenus, soit en bois, soit en fruitier, si jamais vous décidez d'installer ou bien de planter des fruitiers sur votre bande riveraine. Permet aussi de représenter un abri pour certaines espèces comme certains insectes bénéfiques à votre champ ou bien aussi pour certains petits animaux qui empêchent les espèces ou bien les espèces nuisibles à votre champ. Parmi les avantages environnementaux, on vient de parler de l'effet comme le fait de limiter l'érosion, favoriser la faune et la flore, améliorer la qualité de l'eau. Ça permet aussi de rendre votre paysage beau, rafraîchir le bord de l'eau, freiner ou bien filtrer les polluants et les nutriments qui se transportent vers les cours d'eau ou bien vers les plans d'eau, réduire la vitesse d'écoulement qui joue un rôle aussi sur le transport de nutriments et de polluants vers les cours d'eau, permet aussi de retenir les sédiments. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'initiative Carbone Riverain. Donc, il s'agit d'ailleurs ici, le lien c'est cliquable. Vous avez déjà reçu la présentation. Pour avoir plus d'informations ou bien de détails, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien. Ça n'empêche pas de donner un bref aperçu sur l'initiative. Donc, il s'agit d'un programme qui est établi par la coopérative Arbre Évolution, donc, qui vise à proposer certains projets de végétalisation qui permettent d'améliorer la qualité de l'eau et de séquestrer le carbone. Il s'agit d'un projet pilote, donc en phase de pilotage. Il y a eu, je pense, une présélection de certains agriculteurs pour une végétalisation en printemps 2021. Il va y avoir, je pense, en automne aussi 2021 une deuxième présélection. Donc, si vous êtes intéressé, il y a un lien où vous pouvez simuler vous-même les retombées de projet et contacter les personnes aussi si jamais vous êtes intéressé. Il s'agit d'un projet qui est à peine qu'en test, surtout au sud du Québec actuellement. Ce tableau nous présente l'efficacité d'une bande riveraine selon les types de végétation. Donc, comme on vient de voir tout à l'heure, on a différents avantages d'avoir ou bien de protéger notre bande riveraine. Donc, comme on voit ici, par exemple, les arbres ont une efficacité élevée en termes de stabilisation des berges. Les arbustes ou bien les herbacées ont une efficacité élevée en termes de filtration de sédiments. Pour, par exemple, l'effet brise-vent, c'est les arbres qui sont plus efficaces. La séquestration du carbone aussi, c'est les arbres qui sont plus efficaces. Donc, d'où l'intérêt de faire un mélange ou bien d'aménager un mélange d'herbacées, d'arbustes et d'arbres dans notre bande riveraine afin d'atteindre tous ces avantages à la fois. Donc, dans une même bande riveraine, si on assure d'avoir une végétation variée entre herbacées,
arbustes et arbres, on risque d'atteindre à la fois la stabilisation des berges, la filtration des sédiments, de favoriser la faune aquatique et terrestre, de séquestrer le carbone, d'avoir un brise-vent, ainsi de suite. Donc, ça démontre un petit peu l'importance de respecter, comme la réglementation le précise, un mélange au niveau de notre bande riveraine. Comment protéger notre bande riveraine du castor? Comme vous le savez, peu d'animaux pourront endommager notre bande riveraine aussi rapidement que le castor. C'est un animal qui dépend beaucoup de l'eau, qui se retrouve surtout au bord de l'eau parce que ça lui permet de s'échapper facilement. Donc, afin de protéger notre bande riveraine du castor, il faut suivre certaines techniques quand même. Il y a certaines options à privilégier, par exemple, favoriser ou bien planter les essences que le castor apprécie moins, comme par exemple le méric baumier, le cèdre, le sapin baumier, l'épinette, la prûche du Canada. Il faut éviter certaines essences qui sont préférées par le castor, comme les chênes, les pommiers, le sol, les bouleaux, les érables, les cerisiers aussi, ainsi de suite. La liste est encore longue. Il y a d'autres techniques aussi pour éviter l'accès du castor à notre bande riveraine. Par exemple, d'installer un grillage métallique qui, comme la photo en haut à droite le démontre. Donc, ce genre d'un cylindre qu'on l'installe au niveau du tronc de l'arbre à partir du sol jusqu'à 1,2 mètre de hauteur avec un espace libre de 2,5 cm. Donc, cet espace libre permet quand même à l'arbre de continuer à s'épanouir normalement. Et notre grillage doit dépasser 60 cm la hauteur maximale de la neige, surtout pour les zones où on a une bonne couverture de neige pendant l'hiver. Une deuxième, par exemple, option, c'est si on est intéressé d'installer une clôture anti-castor ou une clôture métallique, soit pour protéger un ensemble d'arbres ou bien pour protéger tout notre terrain. Donc, c'est presque les mêmes caractéristiques, 1,2 mètre de hauteur et on assure de dépasser la hauteur maximale de la neige avec 60 cm. Et il faut aussi assurer genre de 10 cm au-dessus du sol pour empêcher quand même que le castor glisse sous notre clôture. On peut aussi visualiser les accès du castor pour lui rendre l'accès difficile. C'est une façon aussi pour protéger notre bande riveraine. On peut aussi peindre le tronc de l'arbre avec une peinture mélangée du sable parce qu'apparemment le castor aime moins la texture du sable. Donc, ça va être une belle activité pour les enfants. Le fait je pense qu'il parle de 140 grammes du sable mélangé dans un litre de peinture du latex. Donc, ça permet quand même d'éviter que le castor endommage notre bande riveraine. Parfait. Donc, bonjour à tous. Donc, comme vous pouvez le voir ici, là, on a deux cartes qui représentent la zone climatique qui est aussi appelée la zone rustique. Donc, il s'agit d'une division au niveau du territoire de différentes zones de croissance de la plante qui se trouve en fait de 0 à 9 pour l'ensemble du territoire du Canada. La carte de gauche, on voit que ça se rend jusqu'à 5 pour le Québec. Donc, ça prend en considération lorsqu'on numérote le territoire, notamment la température hivernale qui est minimale, la température estivale qui est maximale, la période de dégel, les précipitations, le vent, l'altitude, etc. Donc, en plus de ce chiffre-là qu'on donne au territoire, on donne aussi une lettre, donc A ou B. B est considéré comme un tout petit peu plus chaud. Donc, sur le territoire de l'OBVAJ, là, on a 3 zones de rusticité qui ont été identifiées. Donc, c'est le 1B, 2A et 2B. Par exemple, Rouyn-Noranda, c'est équivalent à 2A. Donc, sur la carte de gauche, on voit le territoire du Québec entier et la carte de droite, on voit en fait le territoire de l'Abitibi. Donc, pour plus d'informations par rapport à ces zones-là, vous pouvez regarder le document qui s'appelle « Synthèse, choix des plantes indigènes adaptées au climat abitibien » qui se retrouve sur le site de l'OBVAJ.
Donc, vous allez pouvoir consulter, savoir quel territoire, quel cas donner à votre territoire et ainsi pouvoir mettre des plantes qui sont plus adaptées au climat de votre territoire. Donc, dans ce document-là, on retrouve, entre autres, un bref répertoire visuel des espèces, en plus d'une liste des pépinières en région, et aussi plusieurs tableaux incluant des caractéristiques au niveau des végétaux qui sont recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines en Abitibi. Donc, ici, sur l'image, là, on voit justement le répertoire visuel des espèces. Donc, il y a plusieurs pages. Ensuite, ça, c'est un des exemples des tableaux. Donc, celui-là, c'est celui des arbres, mais on trouve aussi celui des arbustes, des vignes, vivaces, fourragères, graminées. Donc, outre la zone de rusticité, il y a plusieurs facteurs à considérer lorsqu'on choisit, en fait, un végétaux. Donc, il va avoir, pour justement maximiser l'implantation de l'aménagement de la bande riveraine, donc il faut vérifier l'exposition de soleil, l'humidité du sol, le type de sol, le type d'enracinement de la plante, la localisation de la plante, par exemple, si elle se trouve sur le talus ou non. Donc, toutes ces informations-là sont incluses dans ce tableau-là dans le document. Puis, on trouve aussi d'autres informations comme les dimensions des plantes, donc hauteur, largeur. Je vais essayer de vous montrer ici, là. Donc, ici, la hauteur, largeur, puis les éléments que je vous parlais de caractériser ici. Puis, on a aussi le type de croissance. Donc, si c'est, par exemple, lent, rapide, lent, moyen. Puis, les tableaux nous renseignent aussi sur les rôles des plantes, à savoir stabilisation, écran solaire, brisement, protection contre l'érosion. Donc, ça, c'est ici, là. Quand il y a un X, ça veut dire que cette plante-là a ce rôle. Donc, ça veut vous informer pour savoir quel type de plante vous aimeriez planter dans la bande riveraine. Ensuite, lorsqu'on parle de la structure et la santé des sols, on en a parlé brièvement aussi là, dans la période de questions. Ben, c'est certain que l'intensification de l'agriculture a un effet qui est considérable sur la santé des sols et ça impacte directement la qualité des eaux, tant en surface que souterraines. Puis, les diverses pollutions agricoles ont des impacts importants justement sur les écosystèmes et les espèces qui s'y rattachent. Donc, il y a de nombreuses problématiques environnementales qui sont reliées aux activités du secteur agroalimentaire. Et ça, en fait, ces impacts-là peuvent avoir également un impact sur les rendements agricoles lorsqu'on parle de la santé des sols. On va voir ensemble ces différents impacts-là et qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger justement notre sol et aussi la qualité de l'eau. Donc là, on voit les différents éléments là, qui affectent justement la production agricole. Donc, quand on parle de santé des sols, ben, c'est sûr que c'est relié avec la productivité. Donc, lorsqu'on parle de teneur, lorsque en fait la matière organique est trop basse, que la capacité de rétention au niveau de l'eau est moindre, ben, et que la texture du sol ne convient pas, ben, c'est certain que les rendements agricoles vont être affectés. Donc, en ce sens-là, l'érosion affecte la fertilité des sols en plus d'être un véhicule pour les contaminants. Donc, les événements de lessivage et de ruissellement sont les deux plus importants types de transport des polluants agricoles vers les écosystèmes aquatiques. Par exemple, les nutriments tels que l'azote et le phosphore qui vont être transportés vers les cours d'eau et les plans d'eau, accentuant le phénomène d'eutrophisation. C'est un bon exemple justement de pollution agricole. Donc, lorsque la structure du sol est réduite par l'érosion ou la compaction, la matière organique de la profondeur de l'enracinement des plantes vont être affectées. Puis, en fait, ça va impacter la croissance de la plante parce que si on réduit l'enracinement de la plante, ça réduit aussi la quantité d'eau, l'air et les nutriments qui vont être disponibles pour la plante. Donc, ici, on a une liste exhaustive des polluants agricoles majeurs. Donc, les diverses pollutions agricoles peuvent être transportés par l'eau lorsque ceux-ci ne s'infiltrent pas dans le sol. Ça peut être causé soit par un événement pluvieux qui va être plus important et qui va faire que ça ne sera pas bien infiltré, ou par la structure de sol en fait qui va être affectée. À ce moment-là, l'infiltration va être moindre. Donc, il peut y avoir des sédiments, des nutriments, des pathogènes, des pesticides ou des produits pharmaceutiques vétérinaires qui peuvent être transportés à l'extérieur du site agricole. Et à ce moment-là, ça va affecter les écosystèmes et les espèces, dont la qualité de l'eau et les espèces aquatiques. Donc, voici certaines conséquences d'un sol dont la santé est affectée. Donc, lorsqu'on parle de perte de sol, c'est lorsqu'il va y avoir des phénomènes d'érosion. Donc, les sédiments qui vont être transportés, on va avoir une perte au niveau du sol.
On va aussi avoir une perte d'éléments nutritifs et de pesticides dans l'environnement à ce moment-là. Diminution de la fertilité au niveau du sol et des dommages aux cultures lors de stress. Donc, ça peut être des stress hydriques, une hausse de chaleur ou une hausse des ravageurs, ce qui va en fait affecter la rentabilité et qui va la rendre un peu plus fragile. Donc ici, là, on a deux schémas qui présentent les épisodes de ruissellement à gauche et lessivage et à droite, l'érosion. Donc, lessivage, il est juste ici, là. Donc ça, c'est quand il y a l'entraînement des éléments fertilisants et des pesticides vers les eaux souterraines telles que les nappes phréatiques par percolation, qui peuvent par la suite dégrader et être captés par les eaux de pompage. Au niveau du ruissellement, c'est ça ici. Donc, ça, c'est après là, un événement pluvieux. C'est la portion des précipitations, en fait, qui ne va pas être perdue par l'évaporation puis qui va ne pas s'infiltrer dans le sol. Donc, ça va ruisseler jusqu'à un cours d'eau ou un plan d'eau. Donc, ici, l'eau de surface. À droite, ici, on a le phénomène de l'érosion. Donc, ça, c'est vraiment une usure physique de la structure de la terre qui va être déposée sur un autre. À ce moment-là, ça va enlever justement une partie du sol arable et de la matière organique. Donc, déplacement des sédiments, ici, on le voit que ça se déplace pour créer en fait un dépôt de sédiments ici, là. Donc, on voit que ce mouvement-là, l'effet splash, c'est quand les sédiments vont être mobilisés là, par une goutte d'eau, puis ensuite se déplacer. Donc ici, je trouvais que c'était quand même assez intéressant. On le voit vraiment visuellement, qu'est-ce que ça fait la filtration, à quel point c'est important d'avoir un couvert végétal. Donc, l'exemple numéro 1 qu'on voit ici à droite, c'est quand le sol est complètement nu, il n'y a pas rien à l'intérieur. À ce moment-là, il va y avoir plus d'espace dans le sol. Bien, quand on met de l'eau à l'intérieur, ben, ça va devenir brunâtre, étant donné que ça ne sera pas du tout filtré, il y a trop d'espace dans le sol. Le deuxième, il va être un tout petit peu filtré parce qu'on va avoir un couvert végétal, mais il n'y aura pas de racine qui va avoir un réel pouvoir de filtration. Donc, on voit que l'eau est un peu moins brunâtre, mais pas tout à fait claire. Et puis, le troisième, à ce moment-là, on a un sol qui a des racines, donc qui a une stabilité au niveau des agrégats, un pouvoir de filtration qui est meilleur. À ce moment-là, l'eau va être plus claire. Donc, pour lutter contre les diverses problématiques environnementales qu'on a parlé précédemment, il y a diverses techniques qu'on peut utiliser pour justement protéger son sol. Donc, de développer la matière organique du sol, épandre du fumier et du compost. À ce moment-là, ça va aider à conserver et développer la matière organique du sol, sa structure et la stabilité des agrégats, en plus de nourrir les écosystèmes du sol. On peut aussi diversifier les cultures en faisant une rotation des cultures. Ça va permettre de briser le cycle des ravageurs. Donc, on peut utiliser une culture intercalaire ou une culture de couverture qui est de semer en même temps que la culture principale. On a aussi de minimiser la perturbation des sols, donc travail minimal, semi-direct. Donc, on peut faire ça par diminuer le nombre de passages des champs en labourant ou récoltant lorsque les sols ne sont pas humides, de réduire la pression des essieux et maintenir ou augmenter la matière organique du sol. Ensuite, on a aussi de laisser les racines pousser tout le long de l'année, donc culture de couverture, et de garder le sol couvert. Donc, à ce moment-là, ça va permettre de protéger le sol contre l'érosion, de lutter contre les mauvaises herbes. Puis, on peut aussi utiliser les légumineuses qui va permettre de fixer l'azote et augmenter les rendements suivants de culture en rendant l'azote disponible. Il y a aussi d'autres bonnes pratiques telles que l'utilisation d'un engrais vert qui est en fait une culture de couverture qui est destinée à être incorporée au sol pour s'intégrer en fait à la matière organique. Puis les cultures en bande alternée qu'on peut voir là, sur l'image, donc chacune une, ce qui va aussi briser, comme je disais précédemment, le cycle des ravageurs. Puis ça va être, on a d'autres aussi techniques comme la considération que l'utilisation répétée de mêmes pesticides peut causer une certaine résistance. Et puis d'améliorer les techniques de période d'application, donc justement de ne pas faire de l'épandage juste avant une période de pluie, parce qu'en fait, ça va permettre, quand on applique au bon moment, ça va permettre d'augmenter l'efficacité, de ne pas gaspiller les applications et réduire en fait le risque de transport vers l'extérieur du site agricole. Donc, à ce moment-là, ça va être important d'établir un diagnostic et d'adapter ces méthodes de travail à la plante et au terrain dans lequel on se trouve et lesquels on veut avoir sur notre terrain.
Donc, ensuite, les impacts des changements climatiques sur la qualité de l'eau. Donc, les recherches le démontrent de plus en plus, là, les changements climatiques sont multiples et affectent l'ensemble des écosystèmes et des espèces pour la planète. Donc, les terres agricoles et les animaux d'élevage, c'est certain que ça ne fait pas exception. Donc, la variabilité du climat, la modification des précipitations et l'augmentation des épisodes de température extrême, ainsi que la modification de la durée des saisons, ça affecte certainement les pratiques dans le secteur agroalimentaire. Donc, ici, là, on voit les deux images au niveau de l'augmentation de la température. Donc, la transformation du climat, ça peut avoir des effets qui sont à la fois positifs et négatifs au niveau de l'agriculture. Donc, dans certaines régions telles que la Témiscamingue, ben, en fait, nous, ça va faire un réchauffement qui peut être vu comme bienfaisant pour l'agriculture parce que ça va prolonger la saison de culture. Ça va adoucir aussi la période hivernale et ainsi, ça va pouvoir accroître la productivité, mais aussi adapter, on va pouvoir adapter d'autres cultures qu'on n'a pas présentement. Donc, l'image de gauche, en fait, c'est les températures anormales. Donc, on voit que le secteur du Québec est assez rouge, là, donc les températures augmentent de plus en plus. Même chose pour les températures qui sont enregistrées en juin dans l'Arctique sibérien. Donc, on voit que les températures augmentent de plus en plus. Et donc, ces températures-là, on brise en fait à toutes les années des nouveaux records au niveau des vagues de chaleur. Et ça, ben, c'est certain que ça a une conséquence sur la qualité de l'eau puisqu'il y a plus d'évaporation. Donc, ça va diminuer les largeurs des cours d'eau et les débits. Donc, ça va avoir une conséquence au niveau de la qualité de l'eau et au niveau des espèces aquatiques. Donc, c'est certain qu'il va y avoir plus de fréquence au niveau des phénomènes extrêmes tels que les sécheresses et les inondations de plus en plus. Ça va rendre vulnérable au niveau des rendements et ça va affecter la santé des animaux. Donc, ça peut aussi augmenter en étendue et en fréquence la gravité des infectations au niveau des insectes et des pathogènes. Donc, il faut prévoir, adapter en fait nos techniques agroalimentaires afin de pallier justement à ces changements-là de température. Donc, ici, on a des simulations climatiques au niveau des moyennes annuelles de température faites par Ouranos. Donc, l'image de gauche complètement, c'est les températures qui ont été enregistrées de 1981 à 2010. Donc, on peut voir qu'il y a une différence entre ceux qui sont actuellement et en fait les simulations, donc les trois images d'à côté, donc 2041 à 2070, même si c'est modéré, élevé ou élevé plus, là, il y a quand même une différence drastique au niveau des couleurs. Donc, il y a au moins une différence en température de 4 degrés qui est enregistrée là, entre les deux. Lorsqu'on dit 4 degrés, là, ça peut paraître peu, là, mais quand on parle des ententes là, mondiales, par exemple, ce qui a été signé, on essaie de se rendre justement en bas de 2 degrés, parce que même en fait 2 degrés, c'est beaucoup. Le rapport de 2018 du GIEC disait qu'il y allait avoir une grosse différence, mais en fait, on ne devrait pas viser 2% mondialement, on devrait viser en bas de ça, parce que même une différence entre 1,5 degrés et 2 degrés Celsius, en fait, là, ça pourrait avoir une différence de 10 cm au niveau de la mer qui va être augmenté. Fait que juste 0,5 degrés, c'est beaucoup. Ça va avoir aussi des grands impacts sur les récifs coralliens, mais je ne vais pas non plus tout vous énumérer les effets que ça a, mais c'est certain que c'est quand même beaucoup, le 4 degrés. Ensuite, quand on parle des précipitations, ben, on voit qu'il y a aussi un changement important, là. Donc, ici, c'est comme la slide d'avant, c'est ceux qu'on a enregistrés, puis ça, c'est les simulations. Donc, on peut voir qu'on va attendre de plus en plus de précipitations là, dans les années suivantes. Donc, ça, c'est certain que ça a des impacts sur l'environnement et sur l'impact aussi au niveau des berges. Donc, selon le CREAT, qui est le Conseil régional de l'environnement en Abitibi-Témiscamingue, ben, plusieurs agriculteurs pourraient perdre jusqu'à 1 mètre de terrain par année à cause de l'érosion des berges. Donc, 1 mètre, c'est quand même important là, par année. Puis, ben, c'est certain qu'en ayant de plus en plus de précipitations, ben, le risque d'érosion hydrique va être accentué. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire pour ça? Ben, c'est certain qu'en végétalisant nos berges, ben, à ce moment-là, on va réduire, quand on voyait le schéma tantôt de l'érosion,
l'effet splash de la goutte d'eau en mettant des végétaux, à ce moment-là, la goutte d'eau ne va pas tomber directement sur le sol. Ça va être en fait intercepté par le feuillage, donc ça va aller moins directement sur le sol, créant moins d'érosion. Et en ayant un enracinement qui est plus profond, à ce moment-là, ça va stabiliser le sol. Puis il va y avoir aussi l'absorption de l'eau par les racines, l'infiltration de l'eau par les racines, et aussi une amélioration de la qualité du sol avec la litière. Donc, ça va améliorer par rapport à la qualité de la matière organique. Donc, l'impact au niveau des récoltes, comme je le disais précédemment, c'est certain qu'en ayant plus de pluie, il y a aussi plus de risques au niveau de l'érosion, donc tant du sol en hiver que sur les sols secs en été. Puis, augmentation des épisodes de manque d'eau entre les pluies estivales, donc au niveau d'un stress hydrique plus important pour les plantes. Donc, ça va en fait accentuer les conséquences qu'on a déjà présentement. Au niveau de l'impact des animaux, c'est certain que ça va avoir un impact sur la santé générale des animaux causée par la hausse de température. Donc, ça va impacter l'alimentation, l'abreuvement, la production, la fertilité et le comportement. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des végétaux où est-ce que ça va créer un certain nombrage, d'où l'importance d'avoir des bandes riveraines, parce que ça va permettre aux animaux d'avoir un peu de fraîcheur durant les canicules. Donc, selon une étude de Ince et Saint-Pierre 2003, plusieurs sources indiquent que le stress thermique peut entraîner des réductions au niveau de la production de lait. Donc, une raison de plus d'avoir un espace de fraîcheur pour les animaux. Je vais continuer avec la démarche qui a été faite par l'OBVAJ depuis 2016, tout ce qui concerne les bandes riveraines agricoles. Donc, il y a eu différents projets sur lesquels l'OBVAJ a travaillé en partenariat ou bien en collaboration avec les différents groupes, par exemple le groupe Conseil agricole Abitibi, l'UPA, le MAPAC aussi. Donc, par exemple, en 2016, décembre 2016, on a eu une activité de sensibilisation où il y a eu 27 participants des deux MRC, Vallée de l'Or et l'Abitibi. En été 2017 et en été 2019, il y a eu 2 projets de caractérisation de bandes riveraines en milieu agricole où il y avait 18 participants. Et en été 2020, il y a eu aussi un projet de végétalisation des bandes riveraines par le groupe Conseil agricole Abitibi qui ont accompagné certains agriculteurs qui ont été intéressés. Je pense que c'était prévu de végétaliser les bandes riveraines de 5 agriculteurs et finalement, on a végétalisé seulement 2 en été 2020. Marie-Pierre, tu peux toujours me corriger? Non, on en a fait 3 avec Prime Vert et on en a fait 1 sans Prime Vert parce que dans le fond, il y a une petite problématique avec Prime Vert, c'est qu'il exige qu'on mette un paillis. On peut mettre un paillis naturel qui est des copeaux de bois, mais quand on veut faire des longues superficies, des grandes superficies, c'est que ça finit par coûter cher. Donc, si le Prime Vert exige qu'on fasse des paillis de plastique, donc en tout cas, on a un peu fait brasser la cage là, entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement à ce niveau-là. Donc, il y a des pourparlers un peu plus haut maintenant. Donc, c'est ça, il y a un producteur que lui, il ne voulait pas mettre de plastique. Fait qu'il a dit, moi, je vais juste planter des arbres. Mais on en a fait 3 là, avec Prime Vert sous paillis de plastique. Et on a aussi fait une végétalisation d'un producteur que lui, sa pente est vraiment, vraiment à pic. Donc, c'était plus considéré comme une coulée, étant donné qu'on ne pouvait pas se rendre là, puis travailler le sol, puis mettre un paillis. Là. Donc, on en a fait 5. Ah, super. Je pense que je ne sais pas s'il y en a encore d'autres pour l'été 2021. Est-ce que vous prévoyez encore, il y a certains agriculteurs qui aimeraient végétaliser aussi en été 2021? Il y en avait peut-être un qui ne l'a pas fait l'année passée parce qu'il y avait un peu de stabilisation à faire avant. Je ne sais pas s'il a réussi là, à le faire. Puis en même temps, il voulait aussi implanter là, des arbres fruitiers. Là, ça changeait un petit peu dans Prime Vert, là, ça changeait un petit peu
parce qu'il faut implanter plusieurs espèces là, pour être admissible dans Primevert. Là. Donc, il y a plus de contraintes. Là, donc, ça va être de voir s'il veut qu'on continue comme ça. Puis, dans le fond, c'est la coulée aussi. Là, on n'avait pas assez d'arbres l'année passée, donc on continue cette année. OK. Donc, parmi aussi les activités ou bien les projets qui ont été réalisés par l'OBVAJ, c'est un exercice qu'on a fait ou bien expérimenté en été 2020. Donc, il s'agit d'échantillonner en amont et en aval d'une activité agricole. Donc, le but, c'était surtout d'évaluer l'impact ou bien s'il y a un changement au niveau de la qualité de l'eau en amont en comparaison avec l'aval d'une activité agricole. Et en même temps, on voulait aussi voir dans le temps l'impact de la végétalisation sur la qualité de l'eau, parce que la terre agricole qu'on a choisie a été végétalisée aussi en 2020. Ben, en fait, est caractérisée en 2019 et végétalisée en 2020. Donc, on a fait une première expérience en été 2020. On aimerait reconduire encore l'exercice cette année et l'année prochaine probablement pour une période X, 3 ans par exemple. Et on va laisser les deux stations tranquilles pour revenir encore après un certain nombre d'années et rééchantillonner les deux stations encore, les mêmes, pour voir toujours l'impact de cette végétalisation, bien cette bande riveraine qui a été végétalisée sur la qualité de l'eau et se servir de ces données pour, bien sûr, à des fins de sensibilisation toujours. Donc, nous avons choisi la rivière Eva en amont. C'est l'amont de toute activité anthropique, qu'elle soit agricole ou autre. Et en aval, c'est à peu près ici, c'est en aval de la terre agricole qu'on a caractérisée en 2019 et qui a été végétalisée aussi l'été passé, c'est celle-là. Donc, les résultats démontrent qu'on s'est basé sur notre indice de qualité bactériologique et physico-chimique qui permet d'évaluer la qualité de l'eau en se basant sur 6 paramètres. Par exemple, la chlorophylle A, le phosphore total, les matières en suspension, le nitrite, nitrate, l'azote ammoniacal, ainsi de suite. Selon cet indice, on a eu qualité de l'eau bonne en amont de la rivière Eva et mauvaise en aval de la rivière Eva ou bien en aval de cette terre agricole. Donc, je précise qu'il y a eu 3 campagnes d'échantillonnage pendant l'été à peu près. On a aussi mesuré certains paramètres comme le pH, la conductivité de l'eau et l'oxygène dissous. En parallèle avec les échantillons que nous avons aussi pris sur place. Donc, nous avons comparé les valeurs de ces paramètres en amont et en aval. Tout ce qui est en amont, c'est le vert pâle et en aval, c'est le vert foncé. Donc, en ce qui concerne les valeurs de pH, on voit qu'en amont, c'est plus acide qu'en aval. Les deux rentrent dans les seuils du ministère de l'Environnement, entre 5 et 9 pour la baignade et entre 6,5 et 9 pour la vie aquatique. En ce qui concerne la conductivité de l'eau, donc nous avons la norme selon le MECC ou bien le ministère de l'Environnement pour les eaux douces inférieures à 200 microsiemens par centimètre. Donc la conductivité de l'eau mesure la teneur de l'eau en ions. Donc si la conductivité de l'eau est élevée, c'est un signe qu'on a des substances dissoutes dans l'eau qui pourraient être d'origine soit naturelle, soit aussi anthropique. Donc, si vous voyez ici la station aval de cette terre agricole, bien en aval de la rivière Eva, on voit que les valeurs varient entre 200 et même jusqu'à 500 microsiemens par centimètre, ce qui dépasse largement la norme qui doit être inférieure de 200. Par contre, pour la station située en amont, quand même, les valeurs varient entre 27 et 36. C'est beaucoup plus faible que la norme. Pour l'oxygène dissous aussi, c'est presque la même chose. En amont,
la norme d'ailleurs, c'est 54%. En amont, on a des valeurs entre 90 et jusqu'à 100% en novembre 2020. Alors qu'en aval, on a des valeurs entre 25% et 55%. Donc, vous pouvez vous-même constater que en amont, l'eau est aérée, est oxygénée, on a assez d'oxygène dans l'eau. Donc, ça, c'est déjà un indicateur d'un cours d'eau de bonne santé. Par contre, on sent qu'en aval, l'eau est étouffée, donc on a moins d'oxygène dans l'eau, ce qui pourrait affecter la vie aquatique dans cette zone-là, certainement. Aussi, on aimerait, vu que vous avez vu tout à l'heure que en 2017 et en 2019, on a eu des projets de caractérisation des bandes riveraines agricoles. Donc, on aimerait toujours reconduire ce projet en ayant caractérisé d'autres bandes riveraines sur les 3 MRC, Abitibi, Vallée-de-l'Or et Abitibi-Ouest. Donc, cette fois-ci, le projet sera intitulé « Avec ma bande riveraine en santé Gigane ». Il y a eu une lettre d'intention qui a été déposée au MAPAC en fin janvier 2021. Donc, si jamais le projet est accepté, on va envoyer une demande de subvention vers le mois de mars 2021. Si la subvention est accordée, on aura réalisé le projet en été. Donc, nous visons à peu près 10 agriculteurs dans les 3 MRC. On a remarqué que depuis que, je pense, la première activité qui a été menée par le BVG en 2016, il y a eu absence de la MRC d'Abitibi-Ouest. Donc, on aimerait bien que cette fois-ci, on aura des participants de cette région aussi, en plus de la MRC de l'Abitibi et de la Vallée-de-l'Or aussi. Pour finir, je laisse la parole à Madame Nicole Damas, notre conseillère régionale en agro-environnement, qui a accepté de parler de la subvention primaire en lien avec les bandes riveraines jusqu'en 2023. À vous la parole, Madame Damas. Oui, bonjour Ajar. Merci beaucoup à toute l'équipe de l'organisme Bassin Versant Abitibi-Jamésie. C'était une très, très bonne présentation. Je suis sûre que tout le monde l'a apprécié, c'était clair. Et puis, ça nous donne vraiment une bonne idée aussi de l'efficacité donc de la bande riveraine. Moi, je vais vous parler un petit peu donc du programme Prime Vert. Le programme Prime Vert est en place depuis 2018 et va prendre fin en 2023. Puis, généralement, il est reconduit toujours par la suite sur une période de 5 ans. Lorsqu'on parle de bande riveraine de caractérisation, il y a 2 volets qui sont ciblés dans Prime Vert. Il y a le volet 2 qui est ciblé par le PAR. Le PAR, c'est un document qu'on va redéposer en 2021 et qui va être jusqu'en 2023. Le PAR, c'est le plan d'action de l'approche régionale. Toutes les régions du Québec doivent faire un PAR dans lequel on décrit l'état actuel de l'environnement de la région et quelles sont les différentes mesures, les projets qui sont mis en place pour améliorer l'environnement de la région. Donc, le PAR va être bientôt, a été revu, puis devrait être déposé à la fin de février. Puis à ce moment-là, on va savoir si les intentions de projet sont acceptées, entre autres les projets de caractérisation de bandes riveraines. Et de toute façon, ces projets-là faisaient déjà partie du PAR 2020-2021. Donc, il y a de fortes chances qu'il va être reconduit. Le PAR, donc volet 2, si principalement, donc, entre autres, les organismes de bassin versant ou d'autres intervenants comme le groupe conseil.
Dans le passé, on a déjà eu des projets de caractérisation de bandes riveraines, entre autres en collaboration avec l'organisme Bassin Versant Abitibi-Jamésie et le groupe conseil à Amos qui ont collaboré ensemble et qui ont fait des caractérisations de bandes riveraines. Donc, la caractérisation de bandes riveraines fait en sorte que par la suite, ça donne une bonne idée aux producteurs agricoles donc de l'état de sa berge. Ça lui donne une idée donc au niveau de la stabilité, s'il y a de l'érosion, ça évalue aussi s'il y a la présence d'espèces exotiques envahissantes. Et puis, donc, la caractérisation des différentes espèces qu'on retrouve. Puis, la caractérisation est toujours faite dans un but que par la suite, on va implanter une bande riveraine. Donc, l'implantation de la bande riveraine, elle est subventionnée dans le volet 1, puis la subvention, à ce moment-là, s'adresse plus particulièrement aux producteurs agricoles. Le producteur agricole peut faire l'implantation de la bande riveraine par lui-même ou ce qu'on a vu aussi souvent, c'est que l'implantation de la bande riveraine est donc faite en collaboration avec d'autres intervenants comme le groupe conseil agricole à Amos qui en a fait donc durant l'été 2020. Je ne ferai pas nécessairement tout le détail des subventions qui peuvent être rattachés à la bande riveraine. Ceux qui sont intéressés à avoir plus d'informations sur l'implantation des bandes riveraines puis sur la subvention Prime Vert, vous pouvez aller voir sur Internet. C'est la mesure 4300. Donc, en allant sur Internet, Prime Vert, aménagement agro-environnemental durable, vous allez avoir les différents types de subventions qui sont rattachés à l'implantation de la bande riveraine. Bien, je vous remercie. Super. Bien, je voulais prendre quelques secondes pour vous remercier tout le monde d'avoir participé à la présentation. Mes collègues ont travaillé fort pour vous produire quelque chose en espérant que l'information était utile. Donc, merci beaucoup pour votre participation et pour votre temps aussi accordé à cette activité. Et en espérant de vous retrouver dans d'autres activités les prochains mois.